Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents. Je vais essayer d'animer cette rencontre avec Wan Yongping, encore un homme invisible pendant quelques secondes, accompagné par Cécé, sa traductrice depuis de nombreuses années. Ça veut dire que Cécé, depuis presque 8 ans, a assisté à tous les entretiens de l'artiste, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'un jour va sortir un recueil de ses propos qui sera passionnant. Et donc, ce n'est pas seulement une traductrice occasionnelle, c'est vraiment une des personnes qui connaît le mieux au monde le travail de Wan Yongping. Ça va, Cécé? Oui, ça va. À ma gauche, le célèbre galeriste Kamel Menour, qui a, vous le savez, créé une galerie qui est devenue une des plus importantes d'Europe en 1999, qui soutient des artistes remarquables, dont le regretté François Morellet, auquel je pense beaucoup ce soir et nous pensons beaucoup ce soir. Voilà. Un merveilleux, un très grand artiste, un merveilleux artiste, un humoriste formidable, un spécialiste de la contrepétrie, absolument admirable, et ce qui est très important. Et je pense vraiment à lui avec tendresse, toi aussi, je sais. Voilà. Et cher Kamel, donc tu as créé cette galerie il y a maintenant 17 ans. Et ta galerie a une particularité, je crois une particularité qu'on peut considéré comme étant le fait de 2 ou 3 autres galeries dans le monde, c'est d'accompagner les artistes jusque dans la production de leurs rêves les plus fous. Et c'est ce qui s'est passé ici. Alors, je ne vais pas te poser des questions tout de suite, je vais commencer tout de suite à vous parler un petit peu de Wan Yongping pour que nous voyions dans quel terrain, sur quel territoire il travaille. Wan Yongping, vous le savez, est un artiste qui a 62 ans aujourd'hui, qui est né à Xiamen, dans le sud de la Chine. Xiamen est un petit port de marchandises qui est devenu un grand terminal de containers, un grand terminal de transport. Et cet artiste qui a été aux Beaux-Arts a commencé sa carrière évidemment avec de la peinture et puis d'autres événements, d'autres éléments qui sont devenus par exemple l'utilisation du hasard sur lesquels on va revenir. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la transformation de sa culture à cause d'une transformation de la Chine au milieu des années 80, cette transformation ayant des conséquences aujourd'hui considérables sur son travail. Évidemment, dans les années 80, la Chine s'est légèrement ouverte commercialement, vous le savez, et progressivement en allant jusqu'à signer un traité de commerce international qui était un grand changement dans la situation de la Chine. C'était sous Deng Xiaoping. Mais à ce moment-là, il y a eu également un événement très important, ça a été l'ouverture à d'autres connaissances, à d'autres savoirs. Au milieu des années 80, ils ont eu accès non seulement à la connaissance de l'art et de la pensée occidentale, moderne, contemporaine, mais également à la découverte de la pensée et de l'art asiatique, et particulièrement chinois, ancien, classique. Ça veut dire que simultanément, l'artiste a découvert les penseurs et les artistes les plus anciens de sa propre culture et les artistes les plus contemporains et les penseurs les plus contemporains de notre culture. Ça a été un choc très fort qui a transformé son travail radicalement et à ce moment-là, il a vécu ce qu'il a appelé la fièvre de lecture. Il lisait simultanément Kojève, Nietzsche, Lao Tzu, Chuang Tzu, et vous imaginez l'explosion cérébrale, l'explosion mentale que ça a pu produire chez un artiste auquel on avait appris la peinture et une peinture d'inspiration politique plutôt officielle, dont il s'était d'ailleurs très vite éloigné puisque très rapidement il s'est mis à travailler avec l'aérographe qui l'intéressait parce que c'était une technique d'ouvrier et qui lui permettait de créer une distance par rapport au support. Et ensuite, il a évolué, il a commencé à, je vous le disais, découvrant le hiking par exemple, il a commencé à travailler en incluant le hasard dans l'exécution de ses peintures, les couleurs ou certaines formes étant déterminées par le hiking. Et ensuite, évidemment, il a poursuivi son travail, il a fondé un groupe très important qui s'appelle Xiamen Dada et qui est un groupe majeur dans l'histoire de l'art chinois, puisque c'est le premier groupe radical en Chine. Il n'est pas dadaïste au sens d'une inspiration qui viendrait de Hugo Ball et Tristan Tzara, il est dadaïste au sens d'un refus de toute ingérence autre que celle de la pensée libre de l'artiste dans l'exécution des œuvres. Et donc, cet artiste-là, tu m'excuses Kamel, je continue un petit peu à raconter cette histoire et puis nous... Je bois tes paroles, c'est formidable. Et donc cet artiste-là, invité par Jean-Hubert Martin,
arrive, qu'il a visité 2 ans auparavant, il l'a visité en 87, s'étonne de la qualité de ce travail très différent. Il entend parler en particulier d'une performance très célèbre qu'il a fait à ce moment-là et qui était de brûler l'ensemble des œuvres que lui et ses amis avaient exposées dans un centre d'art à cette époque, et en 10 ans, ce qui avait retenu évidemment Jean Hubert, c'est que lorsqu'il les a brûlés, il les a pas simplement brûlés comme un acte de destruction, genre on s'en fout. Non, il les a brûlés parce qu'il avait fait un chemin spirituel et intellectuel en les réalisant. Il considérait que pendant la durée de l'exposition, les visiteurs avaient fait ce même chemin intellectuel et spirituel, et que maintenant il y avait quelque chose de très important, qui est un concept, si on ne peut pas appeler ça un concept, qui est une action de l'esprit sur laquelle on va revenir plus tard, et qui va être la rumination. Le chemin ayant été fait, il nous reste à les ruminer. Le monde matériel n'est plus nécessaire pour en témoigner, à nous de le ruminer. Cette rumination, il l'a réalisée la même année dans une œuvre très curieuse et très décisive dans l'attitude occidentale et orientale de son travail, puisque vous le comprenez, vous le voyez même, c'est sous vos yeux à l'instant même, cette combinaison entre un artiste qu'on ne peut pas dire être un artiste chinois, un artiste qu'on ne peut pas dire être simplement un artiste occidental, un artiste qui vraiment participe de ces deux natures, eh bien il l'a fait dans une œuvre en 87 qui est cruciale, qui s'appelle l'histoire de l'art chinois et l'histoire de l'art moderne occidental, mis dans une machine à laver pendant 2 minutes. Et effectivement, dans la bibliothèque de l'université, il prend 2 livres, un livre d'histoire de l'art chinois et un livre de l'histoire de l'art moderne occidental, et les mélange pendant 2 minutes à la machine à laver. Il en sort une pâte particulière où on devine à peine, c'est pas vraiment une bouillie, on devine encore quelques fragments d'images, on voit qu'il y a du texte, on sait que c'est de la culture et on sait que c'est une matière qui est féconde comme peut l'être, ou féconde peut-être que le mot n'est pas juste, mais qui est riche comme ça, riche d'esprit et riche de corps, et il l'installe sur une petite caisse sur laquelle il raconte, sur laquelle il marque le titre. Cette œuvre qui je crois est au Centre Pompidou, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'elle est au Centre Pompidou. On l'avait montré au musée d'art contemporain de Lyon et nous l'avons vendu pour faire ça à M+, à Hong Kong. Ah, le M+, c'est le nouveau grand musée d'art contemporain de Hong Kong qui est en train de se fabriquer et qui est en train de réunir une collection absolument fabuleuse. Ça va être un énorme événement, je pense, son apparition, prévue dans 2 ans, je crois, à Hong Kong. Et donc cette œuvre cruciale, hein, évidemment, s'est révélée fertile immédiatement, recouverte de quelques champignons qui ont prouvé qu'il allait dans la bonne direction, puisque la fertilité était là, indiquée ainsi. Donc cet artiste, une fois que Jean Hubert a vu ça, est invité au Magicien de la Terre, où il réalise une énorme installation en forme de harpe, en harpe d'Apollon, si vous voulez, et cette énorme installation est remarquée par tous. Mais c'est le moment des événements de Tiananmen. Huang Yangping considère que le hasard des événements de Tiananmen à ce moment-là est un hasard dont il faut tenir compte. Il se sert toujours du hasard pour changer de direction créative et il décide de s'installer en France, à la Fondation Cartier qui l'invite pendant quelques mois, et ensuite de développer avec sa petite valise sa vie d'artiste international alors qu'il était absolument inconnu. Il expose immédiatement à Francfort, à Porticus par exemple, et ensuite autour de la planète où il est reconnu comme un artiste fantastique. Cet artiste fantastique qui est dans des très grandes galeries, mais une particulièrement, Kamel Menour, mais aussi chez Barbara Gladstone, ce qui montre, c'est des galeries de très grande qualité, donc ça montre également l'attention qu'on lui porte, qui est dans les plus grandes collections de musées aujourd'hui, qui est également dans l'espace public un des artistes qui sait le mieux intervenir, et je pense en particulier parce que vous l'avez peut-être vu à cet immense serpent de Saint-Brévin dans l'estuaire de Saint-Nazaire, qui est une des œuvres publiques les plus spectaculaires. Eh bien cet artiste développe effectivement une pensée et une carrière très singulière qui fait que le monde de l'art l'appelle maintenant le maître Yoda de l'art contemporain, petit, puissant et magique. Donc le maître Yoda ne va pas tarder à arriver. Alors le maître Yoda en fait est bloqué au 19e siècle, il est à Orsay, il est complètement bloqué avec les manifestants. Donc là il prend le métro et on essaie de le récupérer à Franklin Roosevelt. Donc heureusement qu'on a Jean Doisy pour nous nourrir du travail, de la pertinence de ce grand artiste qui est Huang Yangping. Alors je vais poser 2-3 questions pour ne vous délasser de ma voix à Kamel, mais auparavant je dois vous dire 2 choses. Huang Yangping donc a été pour cette Monumenta invité par la ministre de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti il y a 3 ans, à peu près, hein, ça fait 3 ans maintenant.
son invitation a été confirmée par Fleur Pellerin, puis confirmée récemment, évidemment, par notre nouvelle ministre, Audrey Azoulay. Et donc, la proposition a été faite à la Première ministre par Jean-Paul Cluzel et a été confirmée par la nouvelle présidente de la Réunion des multinationaux Grand Palais, Sylvie Hubac. Donc, c'est avec la bénédiction de tous qu'il s'est affronté à cette tâche incroyablement difficile. Et quand Kamel Mennour a su qu'il était sélectionné, il s'est mis à trembler. Et je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu t'es inquiété à ce moment-là. Alors, effectivement, plus que trembler, c'était même plus de l'appréhension, c'était une sorte d'anesthésie. Jean-Paul Cluzel appelle l'ARI pour me demander si l'artiste pouvait répondre favorablement à cette invitation. Il était en ballottage avec un autre artiste qu'on ne citera pas. Donc j'étais très très heureux pour Wang Yongping et je lui ai répondu sans connaître le projet que pouvait proposer Wang Yongping, que c'était certainement un très très bon choix et que c'était un artiste, comme le disait Jean, qui pouvait intervenir dans l'espace public ou dans un espace aussi important et hors norme, aussi dévastateur qu'est le Grand Palais, et que pour Monumenta, c'était une très bonne carte. J'étais dans mon rôle de battleur un peu et de convaincre le président que ce pouvait être le bon artiste. Donc, quelques jours plus tard, Jean-Paul Cluzel, avec la concertation des différentes personnes qui ont choisi Wang Yongping, me dit donc c'est Wang Yongping, qu'est-ce qu'il va proposer? Donc, Wang Yongping, que j'appelle, quelqu'un de très, très peu bavard et qui est vraiment dans la distance, dans la réflexion, dans une sorte de méditation, me parle d'un petit dessin que je ne connaissais pas, qui datait de 2006 et qu'il avait dessiné sans penser à Monumenta, puisque Monumenta n'existait pas. C'était dans le cadre d'une exposition qui avait lieu déjà au Grand Palais, qui s'appelait La Force de l'Art, où il y avait une dizaine, tu faisais peut-être partie des commissaires, non. Qui avaient organisé des petites expositions et une sorte de confrontation de points de vue. Donc je vais dans son atelier, il me montre ce petit croquis donc, qui représentait à l'époque que des containers. Et il me parlait container, Grand Palais. Je me disais, container, moi je connais les containers comme vous sûrement quand on passe dans les ports et les amoncellements de containers. Donc on fait ensemble une petite recherche sur Internet et il montre les falaises comme la falaise qui s'adresse à nous quand on rentre, cette falaise qui nous affronte et qui nous fait presque peur et qui nous dévaste. Et alors il continue à développer son projet en parlant d'un serpent, donc qui sera un petit peu le frère de celui dont tu parles de Saint-Brévin, mais beaucoup plus grand. Et il me parle tout de suite de cette idée, de ce concept, une sorte de métaphore du pouvoir autour de Napoléon. Et pas de n'importe quel Napoléon, celui dont tu parlais de la bataille d'Eylau. Je vais te laisser développer cette victoire, mais qui était une tragédie en perte humaine. Donc moi je me disais, bon, Napoléon ok, le serpent un peu ok, mais je me disais, mais comment on va faire? Et je pense que quand on est galeriste, il faut une part d'insouciance, mais même un peu plus d'inconscience, et de se dire qu'on ne savait pas à ce moment-là ce qui pouvait se passer. Et donc très rapidement, Wang Yongping a décidé d'appeler Jean de Loisy pour l'inviter à travailler, à réfléchir, à gamberger, à maturer intellectuellement comment pouvait se préfigurer ce projet qui était au début un tout petit dessin comme ça et qui pouvait devenir ce qu'on a derrière nous là maintenant. Je crois que le premier voyage qu'on a fait, et je vais te laisser poursuivre, nous sommes allés, j'ai eu le souvenir qu'un de mes collectionneurs était le patron de la CMA-CGM, c'était Jacques Saadé qui nous avait acheté une pièce d'un artiste. Et je m'étais dit, mais tiens, peut-être qu'on pourrait aller le visiter avec ce petit croquis et lui parler d'éventuellement d'accompagner ce projet en mécénat de compétences et que ça lui permettrait, lui, en tant que patron, en tant qu'armateur, de pouvoir avoir la possibilité de communiquer. Alors c'est un moment quand même qui est redoutable parce que c'est le moment, vous savez ce que c'est la Monumenta. Monumenta, c'est un défi entre un lieu et un artiste. Et quand ce défi se déroule, eh bien l'artiste va chercher à faire
le plus juste possible, en général avec beaucoup de puissance, et va demander évidemment à sa galerie et aux mécènes qui sont autour de la galerie et de lui-même de produire l'œuvre. Ensuite, ils vont essayer de penser à tous les autres artistes qui ont fait Monumenta et de faire autrement, aussi bien, sinon mieux. Et la galerie, là, se dit, bon sang, le projet est extraordinaire, mais il est très ambitieux, il faut que je trouve les copains pour qu'on accompagne l'artiste. Et évidemment, le ministère de la Culture et le Grand Palais doivent installer l'œuvre. Voilà, c'est à peu près comme ça que se répartissent les rôles. Alors peut-être quelques mots donc, pour vous dire ce qui se passe à ce moment-là. L'artiste réalise une première maquette, très grande, hein, elle fait quand même, elle est grande comme cette estrade à peu près, la première maquette qu'il a fait. Tout à fait, absolument. C'est une maquette au centième, extrêmement fidèle, pratiquement à 99% ce qu'on voit derrière, au centième. Voilà, parce que vous en doutez, il y a eu énormément de discussions avec Wan Yongping et avec tous les ingénieurs, les responsables qui vont voir est-ce que ça tient, est-ce qu'on peut changer ça, etc. Et comme Wan Yongping est un garçon très ouvert à la suggestion, tout à fait disposé à ne rien changer à son projet, il n'a effectivement rien changé à son projet. C'est vrai que quand on revoit cette maquette, elle est extrêmement fidèle à ce qu'on voit derrière. C'est vraiment un copie conforme. Voilà, c'est ce qu'on appelle un artiste souple. C'est très important. Mais ça prouve que, vous savez, quand on a vu la première fois la maquette, je dois vous dire, il y avait donc ces containers, le serpent exactement comme vous le voyez, le chapeau pas exactement comme vous le voyez, mais le chapeau en plein cœur à peu près comme vous le voyez aujourd'hui. Et c'était très important parce que moi, je ne suis pas le seul, quelques-uns d'entre nous qui étions autour de lui, etc. On se disait, mais ce chapeau, qu'est-ce que ça vient faire là? Ça complexifie, ça complique, etc. Et on s'est rendu compte peu à peu, il nous a fallu du temps, je crois, à toi, je ne sais pas, mais à moi certainement, pour me rendre compte à quel point ce chapeau était l'énigme essentielle qui crée le sens et la poésie de tout son travail. Parce que derrière ce travail, il y a une réflexion sur l'histoire. Wan Yongping a toujours réfléchi sur l'histoire en fabuliste. Il en a tiré des paraboles, me disait Axel Blanc, qui a accompagné l'artiste pendant très longtemps, et il explique les mythes, les énigmes de l'histoire, la relation entre les êtres et tout cela. Donc ces paraboles sont très importantes. Et elles sont en général des paraboles qui sont liées à notre capacité à vivre ensemble, notre capacité à partager la richesse, notre capacité à supporter les dictats que peuvent nous donner tel ou tel système de pensée, un refus assez régulier, une attaque assez régulière sur les idéologies. Donc grosso modo, son territoire est de cet ordre-là dans lequel les animaux interviennent très souvent. Alors, peut-être je continue pour vous dire deux, trois choses sur ce que c'est devenu cette histoire. Donc le chapeau est arrivé, il était énorme. À l'origine, il devait être suspendu entre les deux masses de containers. Un jour, un spécialiste vient voir Kamel et lui dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit, le spécialiste, à ce moment-là? Mais vous êtes fou, vous êtes en train de construire un pont qui doit peser 100 tonnes, je crois. Pas loin de 100 tonnes, hein. C'était absolument gigantesque. Et donc, il a fallu qu'on change, c'est-à-dire que Wan Yongping, cette fois-ci, accepte de changer, parce qu'on était incapable de le produire. 11 jours pour installer ça, vous vous rendez compte, 11 jours et 11 nuits. Donc c'est ultra rapide, 80 personnes en permanence, et faire un pont en plus. Ouais. Il fallait en fait modéliser en 3D une maquette extrêmement précise qui permettait de fixer les rouages des différents... Bref, un casse-tête chinois. Et là, Yongping a vraiment été souple. Il a entendu que la contrainte... Et je pense qu'on pourrait même presque aborder cette idée de l'accident ou de l'obstacle qui fait qu'il recrée avec toujours cette imagerie qu'il souhaite traduire, une sorte de tableau romantique, une chose qui devenait ce qu'on voit là. Donc ce bicorne suspendu et qui forme une sorte d'arc ou d'arc de triomphe, en effet. Alors c'est le moment où nous allons rentrer dans la description de l'œuvre que vous avez sous les yeux, parce que nous, on va vous dire ce qu'on en sait, ce qu'on en pense, et Wan Yongping viendra tout à l'heure vous expliquer que c'est pas du tout ça. Et c'est pas mal d'avoir les deux versions, au fond. Hein, tu es d'accord? On peut faire comme ça. Il viendra au dessert. Voilà. Donc, la première fois qu'on a vu cette œuvre, on s'est dit, des vallées, un paysage chinois, on est tout à fait dans la tradition de la peinture chinoise, une grande brume qui court au milieu des vallées, le sec et l'humide créent un microcosme qui... explique
la façon dont aujourd'hui encore le paysage peut être lu comme un système d'énergie qui circule. Et au fond, ce système d'énergie qui circule, on peut effectivement imaginer que c'est aussi la globalisation. C'était les premiers commentaires que nous avons faits, Axel Blanc, toi et moi, sur l'œuvre. On voyait le lien avec ça. Et puis, on s'est dit, mais auprès de tout, peut-être que ce n'est pas exactement ça, et que c'est beaucoup plus européen que ce que l'on pensait, et c'est un paysage industriel, mais qui a une histoire. Au fond, les grands paysages industriels, c'est par exemple la gare Saint-Lazare de Monet. Ce n'est plus un peu de brume qui circule entre deux vallées, mais c'est un paysage transformé par l'activité industrielle du monde, et c'est les panaches de fumée des locomotives qui passent à l'intérieur. Et donc on s'est dit, il y a une correspondance avec l'histoire de l'art. Jamais Wang Yangping, quand on lui fait ce genre de commentaires, ne dit non, il dit au contraire, en général, c'est vrai. Parce que, et c'est quelque chose sur lequel on va revenir, et c'est très important pour que vous le compreniez, la puissance poétique d'un travail comme celui de Wang Yangping est créée par l'absence d'iconologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase barbare? Ça veut dire simplement que, contrairement à l'art occidental, la pensée de Wang Yangping, et contrairement aux habitudes, la pensée de Wang Yangping n'est pas une pensée qui dit un signe égale un sens. C'est pas ça du tout. C'est un signe est toujours un halo de signification qui doit flotter autour de ce qui est présenté. Et au fond, dans les débats qu'on a eus, vous avez vu que la presse, c'est très excitant, la presse est un petit peu partagée, ce qui est formidable. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des débats et que les critiques d'art soient pour ou contre ou en débat, etc. C'est super. Eh bien, ceux qui n'ont pas apprécié l'œuvre, ou moyennement, ils ont dit c'est un exploit, c'est un spectacle, c'est une prise de l'espace formidable, mais est-ce que c'est pas un peu simple, etc. C'est ceux qui ont été dans cette direction, c'est-à-dire le serpent c'est ceci, le chapeau c'est cela, etc. Non, c'est beaucoup plus intéressant de le voir comme il le voit lui-même quand il en parle, comme un nuage de signification, parce que cette idée symbolique est vraiment une idée européenne et pas du tout l'idée dans laquelle lui-même travaille. Tu es d'accord avec ça, non? Oui, des confrontations de sens et des confrontations de mythologie, effectivement. Il est oriental, chinois, il est français aussi, donc c'est une sorte de magma dont tu parlais avec l'œuvre sur la machine à laver. Alors, pour vous donner un exemple, puisqu'on parle du serpent, je vous donne un exemple. On se retourne de temps en temps pour dire, alors il vient nous sauver la mise. Et non, c'est Fabrice Hibert qui arrive là, vous voyez, c'est quand même un des grands artistes qui aura un jour, j'espère, une monumenta à faire. Parce qu'il, avec Villemotte. Avec Villemotte. C'est très bien fréquenté cet endroit-là, hein, vraiment. En vous voyant, je le savais déjà. Et donc, pour vous donner un exemple, le serpent, c'est évidemment un symbole universel. Si vous dites que c'est le symbole du bien et du mal, c'est pas faux, mais ça suffit pas. Si vous dites que c'est le symbole de la mutation par rapport au sujet qui est là, c'est pas faux, mais ça suffit pas. Si vous dites que c'est aussi un élément de la pharmacopée chinoise, c'est pas faux, mais ça suffit pas non plus. Et si vous dites qu'il entoure tout le terrain qui est là comme le feraient des pions de go, c'est assez juste, mais ça suffit pas. Et au fond, la façon dont s'est construit le travail, dans la rumination dont je vous parlais de Wang Yangping, c'est comme ça. C'est que jamais une chose n'est une seule chose. Alors, par contre, quand vous rentrez dans l'installation, et ça je crois qu'il l'a souhaité très vivement, vous rentrez par cette grande falaise, 7 containers superposés. Axel Blanc vous dirait par cœur combien mesure un container, et donc vous multiplierez par 7. Moi j'en sais rien, mais ça doit être dans les 21 mètres à peu près, hein, de hauteur, qui évidemment sont installés là, pas par hasard. Il faut savoir que Wang Yangping, quand il fait une œuvre in situ, il pense au contenu symbolique du lieu et au contenu géographique du lieu, et qu'une partie du travail qu'il a fait dans les dernières semaines, ça a été de repérer comme une boussole en se mettant en haut, au-dessus ce qu'on appelle le RTG, cette grande grue portique. Il est monté en haut de la grande grue portique et a noté chacun des bâtiments et leur symbolique. Tel bâtiment, c'est le religieux, tel bâtiment, c'est politique, tel bâtiment, c'est administratif, etc. Pour essayer de voir dans quel centre de pouvoir il se trouvait, puisqu'il avait accepté d'être dans ce lieu sublime et d'être donc le long parallèle, et vous l'entendez aujourd'hui, exactement parallèle à ce qu'on appelle l'axe républicain entre l'Élysée et les Invalides. Cet axe républicain, évidemment, ça fait partie du sens de l'œuvre. Si vous rentrez devant cette grande falaise et que vous voyez 2 grands containers qui encadrent le drapeau français qui est juste au-dessus de nous, vous voyez, et ce qu'il enchante, il l'a encadré. Donc c'est vraiment parce qu'il a fait le travail in situ. Et que quand on est in situ, on est dans un lieu qui est lié au prestige de la France, fait en 1900 pour cela,
sur le long de l'allée républicaine qui est toujours utilisée et qu'on entend utiliser en ce moment, et qu'on est également dans un lieu qui symbolise la révolution industrielle, une des grandes architectures de fer faites au moment juste après le Crystal Palace de Londres, et qui évidemment est l'élément tardif de la grande architecture de fer. Et donc il va répondre à l'architecture de fer par son serpent, à un sens de plus, et il va répondre au prestige et à la symbolique du pouvoir par l'ensemble de l'installation, et va montrer dans ce lieu qui exprime ce qu'a été la révolution industrielle, la révolution d'après, qui est la révolution de la globalisation, et en tirer un sens général, philosophique et j'espère beau. Est-ce qu'il t'en a parlé comme ça à peu près? Non, mais ce qui est formidable quand on entend Jean Doisy, on a le sentiment d'être intelligent. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est exactement ça. Wang Yongping ne serait pas là, il pourrait être aussi pertinent et éloquent pendant 2 heures. C'est vrai. Mais je mens pas. Mais c'est vrai, t'es formidable parce C'est que vrai. tu dépeins exactement le paysage qu'on voit, mais qu'on n'arrive pas à formuler comme tu le fais. Voilà. Alors je continue l'histoire. Hein. Donc, vous rentrez devant cette immense falaise, et cette falaise, elle veut dire quelque chose dans la tradition de l'art qui est très simple. Elle vous rend minuscule. C'est le délicieux frisson dont parlait Burke, par exemple, par rapport à l'idée du sublime, qui est une idée familière. Le sublime, c'est ce qui montre à quel point vous êtes petit par rapport à l'immensité des forces qui sont en jeu sous la croûte terrestre, par exemple, le goût des gouffres, des mers déchaînées, des montagnes, toute la peinture alpestre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe sont faits en même temps qu'on découvre la géologie pour montrer cet effroi délicieux. Eh bien, quand vous rentrez, Wang Yongping utilise cette habitude qu'a eu John Martin, qu'a eu Turner et bien d'autres, de montrer cette puissance naturelle en action, qui est la puissance, cette fois-ci, effectivement, qui est une sorte de tectonique, mais qui est la puissance de la mutation et de la succession des empires. Ce qu'il veut dire, c'est que ces empires industriels ou politiques ou tyranniques se succèdent, non pas en fonction de la loi des hommes, mais de la loi de la nature des hommes. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous ne pouvez du coup plus avoir de jugement moral dans sa position sur la globalisation, parce que qu'elle soit cruelle, elle l'est à l'évidence, ou qu'elle soit bénéfique, elle l'est à l'évidence, elle appartient au grand cycle naturel, et vous ne pouvez pas avoir un jugement autre que vous dire ce qui est détruit participe à la reconstruction du monde d'après. On peut dire ça? Tout à fait, les cycles, tout à fait. Voilà, les cycles. C'est pas révolutionnaire, hein, je veux dire, Gibbon, dans la succession des empires qu'il décrit, en parlant de la grandeur et de la décadence de l'Empire romain, l'évoque. Mais on est là, il veut que votre corps soit engagé dès le premier geste pour que vous le ressentiez. Ensuite, vous tournez comme ça et vous allez voir cette immense grue apparaître. Et cette grue, elle est étrange parce qu'il en a choisi la couleur, il en a modifié la hauteur. Où est-ce qu'elle a été fabriquée? Alors, la particularité de cette grue, c'est qu'il souhaitait, par rapport à l'homothétie de cette avenue, qu'elle soit plus étroite, plus large et plus haute. Alors que c'est complètement... ce type de grue, en fait, est faite par une entreprise chinoise qui construit des grues, mais dans des dimensions complètement autres. Il a changé les proportions. Complètement. Il les a, c'est ça, étroitisées et plus hautes. Et plus hautes. Elle arrive à 29 mètres de hauteur. Elle soulève cet énorme serpent et elle apparaît comme un objet qui aurait pu... Évidemment, elle marche, hein, elle fonctionne. Il y a le moteur, elle a roulé, etc. Et on a l'impression qu'elle peut poser les containers au gré de ses caprices, comme si la fortune qu'il représente par certains aspects, et au milieu d'autres hypothèses, pouvait se déposer sur l'un ou sur l'autre, comme un aveugle déposerait ceci ou cela sur un autre, sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Donc là, on est dans le deuxième sens. Le troisième élément très important, évidemment Kamel le racontait, c'est le choix de ce chapeau. L'original du chapeau posé de ce côté-là sur l'Arc de Triomphe se trouve à 1 kilomètre d'ici. Toi, tu l'as fait numériser, non? Oui, donc nous sommes allés, du moins, Yongping souhaitait absolument quelque chose qui soit extrêmement fidèle, et donc il est allé avec l'approbation du conservateur en chef du Musée des Invalides, scanner en 3D le bicorne de la bataille d'Eylau. Alors, c'est le bicorne de la bataille d'Eylau. La spécialiste, c'est Axel Blanc. Elle est là. Ça va, Axel? Et donc, en 1807, dans l'arc
de sa victoire, de ses victoires successives, Napoléon participe à cette bataille d'Eylau, enfin conduit cette bataille d'Eylau qui est une demi-victoire. Le maréchal Ney dit que c'est une victoire stupide, une victoire pour rien, mais c'est surtout un énorme massacre, plus de 15 000 morts. Napoléon est accablé par le désastre, il dit que ça dégoûterait même les princes de faire la guerre, et donc ce désastre, ça l'intéresse évidemment Wang Yangping. Napoléon l'intéresse parce que Napoléon est un personnage clivant, que la moitié droite de cette salle déteste et que la moitié gauche honore et adore. C'est un grand tyran sanguinaire et un grand législateur. Choisissez votre bord, si je puis dire. Et donc, il est dans cette ambivalence du jugement qui intéresse tellement Wang Yangping, ce moment où tout est suspendu. Et il est en même temps un personnage admiré par Valéry, par Nietzsche, par Hegel, et qui est donc un personnage crucial dans l'histoire des empires, un empire étincelant et incroyablement bref, quelques années à peine. Et la bataille d'Eylau symbolise à la fois ce drame de la destruction, puisque c'est une bataille destructrice, mais aussi ce moment fragile du pouvoir, où, comme l'indique le bicorne qui est là, vous avez remarqué que ce bicorne était instable, il est mis de travers, il n'est pas posé exactement parallèle à l'architrave qu'il devrait être et représenter sur cet arc de triomphe. Et donc on sent que c'est un pouvoir qui vacille, puisque de toute façon, dans la dynamique générale de l'installation, tout doit vaciller, n'est-ce pas? Tout doit vaciller. Et donc, voilà, c'est la bataille d'Eylau. Et vous savez que c'est surtout une autre façon de se mesurer à un des grands artistes, pas de la Monumenta cette fois-ci, pas Kiefer, pas Buren, pas Boltanski, pas Serra, mais le Baron Gros, dont le grand tableau La bataille d'Eylau se trouve dans la grande galerie du Louvre et représente effectivement Napoléon et a été souhaité dans l'histoire de l'art, c'est assez intéressant, par un vivant de nom, le premier créateur et directeur du Louvre, d'en donner exactement le cahier des charges. Donc chaque élément, Napoléon compatissant, consolant un blessé ennemi, a été donné entièrement par le pouvoir, justement, jusqu'à la compassion, ce qui est très intéressant et très ambigu et très étrange. Donc ça permet à Wang Yangping de se mesurer à cela. Pour poursuivre, donc, dans cette histoire, je n'ai peut-être pas assez insisté sur l'aspect formel du serpent. Parce que dans son aspect formel, ce serpent, toi tu l'as vu fabriquer, non? C'est des centaines de personnes qui s'y sont mis. Comment ça a marché? C'était en fait 5 fonderies françaises, 5 fonderies lyonnaises. Initialement, la commande a été passée à une fonderie. Et en fait, assez rapidement, ils ont été très très heureux d'accepter la commande, parce que bon, c'était une jolie commande pour eux, mais très rapidement, ils se sont aperçus que c'était pas gérable et pas jouable. Donc ils se sont concertés pour offrir à 4 de leurs concurrents lyonnais la possibilité de faire fondre les 600 côtelettes et les 308 vertèbres. Donc c'était travaux d'Hercule, c'est 130 tonnes de serpent. L'ensemble de l'installation, c'est 1000 tonnes. Hein. Voilà, donc je continue sur le serpent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il répond à l'architecture de fer et il s'enchevêtre d'une façon extraordinaire que l'artiste a vraiment calculé avec la structure même du bâtiment. Vous apercevez que les nervures de la verrière sont exactement comme les côtes du serpent, que la grande goulotte comme ça qui est au centre et qui architecture la saillie, la colonne vertébrale en fait de cette verrière est exactement comme celle du serpent. Et dans les grands mouvements de ce serpent incroyablement vivant, cette danse du serpent, pour paraphraser Warburg, eh bien il y a un commentaire sur l'architecture qui est très juste, très beau et très intéressant. Alors, je vais continuer quelques instants pour vous donner une autre interprétation tout à fait différente de celle que je vous donne et qui un jour, pour nous déstabiliser, Axel Blanc, Kamel et moi-même, l'artiste nous indique. Il nous dit, mais tu sais, vous savez, le jeu du monde, c'est pas seulement la succession et l'effondrement des empires, c'est pas seulement ce désir de pouvoir que le bicorne de Napoléon va symboliser, c'est pas seulement ce vide qui, comme le dit Lao Tse dans le Tao Te Ching, le vide qui est au cœur du moyeu permet à la roue de tourner, et ce chapeau est le vide, effectivement, ajoute-t-il, qui permet à toute l'installation de tourner. Cette installation, c'est aussi effectivement le jeu du monde.
Et là, il nous déstabilisait parce qu'on n'y avait pas pensé. C'est les containers, c'est évidemment le jeu de l'argent. Le jeu du monde, c'est le jeu de l'argent. C'est le mahjong, ce sont les tuiles du mahjong. Le serpent, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est le jeu de Go qui encercle les choses. Napoléon, c'est le jeu d'échecs qui joue avec Clausewitz. C'est évidemment une allusion à la grande déclaration de Kissinger en 72, je crois, quand Kissinger disait mais les États-Unis et la Chine et le Japon et l'Asie ne peuvent pas se comprendre parce que nous jouons aux échecs et eux jouent au Go. Et ça, c'était intéressant parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a, et il ajoutait cela, il y a deux types de façons de conquérir le monde quand on est un homme politique international, si je puis dire, ou un pays ou une force ou une puissance. Eh bien, c'est la géoéconomie, c'est ce qu'a choisi l'Asie, ou c'est la géopolitique, c'est ce qu'a choisi l'Occident. La géoéconomie, c'est ce que symbolisent les containers, la géopolitique, c'est ce que symbolise le chapeau, évidemment. Et voici Wen Yongping. Bienvenue, Yongping. Alors, on l'équipe et ça va aller. Ça va cesser? Où était-il alors? Alors, il a fait tout le tour autour de l'Assemblée générale des Invalides. Il a marché comme des touristes. Voilà. Est-ce qu'il avait un appareil photo comme les touristes? Bien sûr, son téléphone portable. C'est quoi, ouais. Tout est bloqué, il y a des filles partout là. Ouais, ça s'entend, hein, donc on a des preuves. Voilà. Bienvenue, Yongping. Prends ton micro. Bon, tu vas continuer, hein? Tu vas continuer après. Hein? Tu continues, oui. Yongping, en 2006, tu rêves de ce projet. La Monumenta n'existait pas encore. 10 ans plus tard, presque, en 2014 ou 15, je ne sais plus, la ministre te dit « venez faire quelque chose ». Tu te dis « aucun problème, c'est facile ». Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, c'est pas dire c'est facile aussi. Mais moi, quand même, on m'a dit oui, on va essayer. Hein, on va essayer, on fait l'effort. C'est ça. Oui. Mais c'est le projet pour moi, c'est comme un rêve. C'est parce que là, il n'y a pas de... Par exemple, souvent, moi, il y a poste, il y a plusieurs projets. On va choisir, on va regarder, attendre quelques projets, peut-être ça marche, c'est mieux. Mais pour ces projets, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est comme ça, moi, penser, c'est souvent ce projet, il n'y a pas de l'autre. C'est comme ça, c'est très vite. Tu veux dire que quand tu as été invité, tu n'avais pas le choix, tu n'as pas choisi entre 3 projets? Non. Moi, je dis c'est parce qu'il n'y a pas d'autres projets dans mon poste ou dans la DIHOA. C'est comme ça, moi, c'est très vite, c'est de penser, c'est fait comme ça. Mais après, il n'a pas changé, c'est ça. L'importance du lieu dans lequel tu as installé l'exposition, c'est une importance physique ou est-ce que c'est une importance symbolique? Qu'est-ce qui fait le sujet d'une œuvre quand on répond à un lieu? C'est physique ou c'est symbolique? De tout, il y a tous les deux. Pour moi, c'est aussi très important, aussi physique. Par exemple, il faut s'occuper de cet espace, il faut travailler à cet espace aussi. Le contexte, l'histoire de comparer aussi, l'histoire de la Monumenta. Est-ce que je peux te révéler quelque chose, c'est que tous les projets de Yongping sont précédés et accompagnés pendant toute leur durée et leur évolution par un cahier pour tous les projets. Et je pense qu'il doit en exister une quarantaine peut-être, un cahier où toutes les recherches philosophiques, historiques qu'il fait avant d'intervenir et de faire une œuvre, tous les allusions, sont collés. Comment ça s'est passé? Tu as commencé comme ça? Tu as commencé à faire un cahier? Comment ça marche? Parce que tous les cahiers, il y a de façon différente. Il y a quelques cahiers, c'est pendant ton projet, moi c'est en train de faire ou avant. Mais quelques cahiers, c'est après réaliser le projet, après moi
retourner pour regarder comment on a fait la cahier, c'est différent. Ouais. J'ai encore 14 questions. Hein. Donc, ça vous va si je lui pose des questions comme ça, hein, c'est intéressant. C'est très rare qu'il parle en français, donc c'est une gentillesse qu'il nous fait parce qu'il parle assez bien, comme vous l'entendez, il comprend parfaitement et il s'inquiète de son accent. Il est en retard, donc il veut vraiment faire le maximum. Là. Non, c'est comme ça parce que peut-être moi je parle simple, c'est comme ça plus facile. S'il est trop compliqué, moi je ne sais pas le mot, mais après peut-être la Cici il va aider. Après s'il y a difficile, moi je parle chinois, après elle il va aider. C'est comme ça, c'est mieux, c'est comprendre. Sinon moi je viens de là ici prendre le français, c'est Thomas. Ouais. Yang-Ping, tout à l'heure, on a parlé de la façon dont tu travaillais tes œuvres après les avoir faites. C'est-à-dire, comment est-ce que l'œuvre que tu as faite auparavant continue à t'accompagner? Et on a utilisé un mot que tu utilisais, j'ai répété ce que tu avais dit, de rumination. Comment est-ce qu'une œuvre comme ça rumine après avoir été réalisée pour engager une suite? Oui, mais pour moi, c'est aussi, c'est pas tous les projets, il faut tous les penser très bien après le fait. Mais pour moi, c'est quelquefois, c'est fait, d'abord faire, comme ça, d'abord, mais après on va chercher, peut-être c'est ça, peut-être là, c'est pas ajouter, c'est就是说，就是重新去思考呢，从里面呢能够就是重新去补充这个计划。 Donc cette expression rumination est parfaite pour déterminer le processus de réflexion de Yang-Ping. Donc c'est après avoir réalisé le projet, donc il se relance dans un processus de réflexion pour enrichir l'essence du projet. 我就接着刚才说了，就是刚才Ron说了，就关于这个计划，我其实已经有个概页啊，有个概页，但是我停下来我没做。为什么这个概页就是说是在我收到这个邀请之前我就做了，但是上面并不是，上面我只不过是，就当时我正在通过尼采就通过尼采我感兴趣，就关于他对拿破仑的一些论述，同时呢也是通过这个亚历山大科耶夫对拿破仑的导读，从中获得一些东西。 J'avais, comme ce que Jean a dit tout à l'heure, donc j'avais bien déjà un cahier avant le projet que j'ai mis de côté pendant un certain temps. En même temps, donc je suis entrée dans la lecture de Nietzsche et aussi de Kojève, de leurs livres sur Napoléon. 是不是书，是关于科耶夫对那个黑格尔 encore chinois, mais ça marche. On va revenir au français après. 解读里面的。Excusez-moi, c'était donc un livre de Kojève sur Hegel, pas sur Napoléon. Il vérifie tout. Hein. Oui. Vous comprenez l'expression que j'ai? 我这样说呢，是要说，就是说我是通过德国人跟俄国人这个途径，我去了解拿破仑。 Après, tu reviens au français. Hein. Oui, bien sûr, ça, on ne peut pas. Donc pour moi, c'était une manière de comprendre Napoléon en passant par les Allemands et les Russes. Mais le dit comme ça, c'est pas. Mais parce que moi, c'est original, c'est chinois, bien sûr. Mais moi, c'est pas passé en Chine, là, mais aussi parce que moi, j'étais en France, c'était déjà 27 ans. Aussi, moi, de tout, souvent, mon travail, souvent, est passé quelqu'un d'autre, loin. Mais c'est pas grave, par exemple, la Hegel, la Nietzsche, c'est philosophe, c'est loin de là. Moi, c'est souvent, j'ai cherché un chemin. C'est comme ça, oui. Est-ce que tu peux développer cette idée parce que tu pars d'une intuition et ensuite tu cherches un chemin avec la philosophie. Pourquoi, c'est assez rare les artistes qui partent de la philosophie pour faire et développer leur travail. Pourquoi est-ce que là, on pense en Europe par exemple que la poésie est un moyen, ou l'art plastique est un moyen plus rapide de parvenir au concept que la philosophie. Et toi tu fais le contraire. C'est difficile comme question. Hein. Oui, c'est difficile. Mais le tout,
Oui, moi, c'est déjà très longtemps, presque 30 ans ou plus long. Hein, c'est déjà d'intéresser la philosophie, par exemple le philosophe chinois ou le philosophe européen. Oui, mais là, c'est le problème, c'est parce que le C, hein, là, c'est très loin la philosophie, parce que là, travaille avec, c'est pas, peut-être, oui, travailler à penser, mais c'est pas avec le langage, c'est pas utiliser le mot. Mais la philosophie, il utilise le langage, il utilise le mot. Là, moi, c'est pas bon truc. Moi, travaille, mais moi, c'est pas la sécurité, c'est pas faire moi-même, mais il faut penser. Mais c'est pas, peut-être pas répondre à ton question. Non, c'est une façon de répondre. Je pense que tu réponds en ayant la prudence du serpent. Et, et donc, est-ce que tu peux dire à l'Assemblée pourquoi tu as pris un Napoléon plutôt qu'un empereur aztèque ou chinois ou romain? 应该这么说，就是说，其实呢，我没有取拿破仑，我只不过取个拿破仑的帽子。Il faut dire que je n'ai pas pris Napoléon, j'ai pris un chapeau de Napoléon. il faut savoir le chapeau. Il y a quelqu'un il a chapeau, mais il est monté dans la pas table où il est mort, mais il a beaucoup de chapeau. Mais la personne il est déjà passé. Le chapeau, il est resté. Mais peut-être il est très vieux, il est très bien. Mais le tout, il faut. Parle bien dans le micro. Oui, mais il faut savoir, ça c'est assez différent. C'est vrai, non? Le chapeau qui reste est différent de la personne qui est passée. Voilà. C'est un proverbe chinois. Je confirme, c'est vrai. Wang Yangping, tu as dit aussi qu'il y avait eu une conversation importante entre Pompidou et Kissinger là-dessus. Non, entre Pompidou et Mao. Pardon. Mao, oui. Le souvenir, peut-être c'est dans l'année 92, la Pompidou, il est visité en Chine. Parce 72, oui, 72. Après, avec Mao, il est discours, il est assez long, mais moi, maintenant, c'est difficile de regarder tous les discours, mais il y a quelques phrases, c'est déjà passé， déjà 就是说，应该这么说，就是说有一些呢，就是有一些报道就是谈到他跟蓬皮杜说，他说这个拿破仑好像有口音啊，有什么，可能他搞错了，他说是马赛的口音，然后那给他纠正是意大利口音，然后他有说这个拿破仑他抛开这个议会，所以他可以干他所干的事情。他是蓬皮杜是吧？不是，他跟蓬皮杜说，毛说的。是毛说了，这是毛说的，嗯。Donc, certains discours, certaines discussions entre Pompidou et Mao ont été enregistrées, bien sûr difficilement trouvables aujourd'hui, mais Yangping a pu lire donc, quelques lignes de temps. Apparemment, Mao a dit que Napoléon avait un accent de Marseille. Il s'est trompé visiblement. Et puis il a dit que Napoléon a pu justement avancer dans ses politiques puisqu'il a su contourner l'Assemblée. 这个呢，我是觉得说，因为毛主要是这个毛，我觉得毛感兴趣他的这个拿破仑的某些，就是关于这个他的政治的手段。 他政治手段，当然，这个我不是要来这里评价，说他跟拿破仑跟毛的之间关系，我只不过是通过这个来了解这事情。Donc, visiblement, Mao s'est intéressé aux stratégies politiques de Napoléon. Mais bon, pour moi, ici, il ne s'agit pas d'apporter le rapport entre Mao et Napoléon.
但是我要说另外一 Tu 个 vas faire en français un oui, peu. Hein. oui, mais c'est. Il va faire en français un peu. Mais ça, moi, il y a quelques moments de oublié ça, c'est oui. 就是说，那个拿破仑好像曾经说过，他没有承接试汉的这个没有承接试汉的这个运气。 Apparemment, Napoléon a dit une fois qu'il n'avait pas les chances de Genghis Khan. Oui, c'est comme ça, oui. Il m'a quelquefois il m'a dit ça, mais je ne sais pas. Oui, mais pour moi, c'est intéressant. C'est parce qu'on parlait à Napoléon aussi, on pensait à, par exemple, la Mao, aussi on pensait à plus loin, la Mongolie, la Genghis Khan, oui. Oui, on pensait à l'armée de Genghis Khan, aussi pensait à l'armée de la Mao, aussi l'armée de Napoléon, aussi l'armée de Eisenhower. 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 C'est ça. Il n'était pas vraiment un empereur. C'est pas long. Mais il a reconfiguré l'Europe, c'est certain. C'est après. Oui. Dis-moi, je voudrais te poser une question parce qu'on a parlé, avant que tu sois là, un petit peu de l'intention de ce grand paysage post-industriel que tu as fait ici. Est-ce que tu peux, et je voudrais qu'on vérifie quelque chose, on a parlé de ce que c'est qu'un objet ou une forme ou un élément qui signifie quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Comment se construit la signification des éléments de ton travail? Par exemple, comment se construit pour toi la signification d'un container, d'un serpent? Est-ce que ça veut dire toujours la même chose? Est-ce qu'un serpent dans la mer est la même chose qu'un serpent ici? Comment ça marche, la construction de la signification? C'est compréhensible comme question? Oui, hein. Oui. Mais là, c'est parce que pour moi, c'est assez simple. Par exemple, moi, c'est utiliser la conteneur. Utiliser la conteneur pour cet espace de tour, c'est pour moi, pour artiste, c'est utiliser un conteneur, c'est utiliser un volume. C'est très important. C'est comme ça, oui, un volume. Un volume. Si moi, je fais là, c'est occupé, c'est le volume, ça. C'est comme ça, on peut compter. C'est assez simple pour moi, que comme on déplace ça, c'est combien, après par exemple la table comme ça, moi il faut comme ça, après, ok, c'est à peu près moi, c'est s'occuper là. C'est assez simple, non? Oui, on peut dire ça. Mais pour la serpent, oui, on peut dire c'est toujours. Donc vous avez compris comment il m'a vendu le truc, comme un jeu de Lego. Il parlait de Lego, voilà, et pas. L'autre chose, c'est par exemple pour la serpent. En France, c'est assez public, c'est dans la main. Mais de tout, là, c'est bien, parce qu'on peut dire ça, c'est une immigration, peut-être il est en train de rendre dans la frontière, mais il a arrêté. Après, peut-être il est mort, il est resté seulement la scolaire. Tu parles du serpent, là? Oui. Si peut-être que vous n'avez pas tous bien pigé, parce qu'il a un joli accent. Et donc, tu parles du serpent qui, à Saint-Brévin, il reste sur la frontière. C'est peut-être une migration qui est en train de se faire, quelqu'un qui veut rentrer sur le territoire, mais qui reste au bord du territoire. C'est ça que tu dis, hein? C'est ça. Mais il est déjà presque. Mais il est arrêté. Il est jamais... Ça marche. Ok, on me dit ça. Mais là, il a un serpent aussi. Mais le tout, il est agrandi. Il a agrandi, oui, il est agrossi. Il a mangé. Il ne sait pas, il est bien mangé. Après, il est rentre dans la capitale, dans la centre, ici. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est ça, avec ce travail. L'autre chose, c'est la piquant. Le piquant? Le piquant, oui, la piquant aussi déplacée. Par exemple, la Chine, ici. Parle dans le micro. Oui, c'est la mine, c'est 1 kilomètre loin, la Onalite. C'est moi, j'ai déplacé un piquant. Un piquant. Pas un piquant, le bicorne. Le bicorne, ouais. Ok, Ouais. ça va. Jean, tout le monde avait compris bicorne, hein? Tout le monde, il n'y a que Jean qui était dans le piquant. Mais ça va. Oui. C'est comme ça, oui. Donc il a déplacé le bicorne des Invalides d'1 kilomètre. Oui, c'est ici. Et il est ici. Oui. C'est cette idée de la migration et de... Oui, mais toutes les choses, moi, plusieurs fois, on parlait
déplacement. 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 Déplacement, c'est ici, on déplace ici. Là, c'est ici. Là, c'est comme ça, c'est plus, c'est la faire un joue. C'est comme jouer. Jouer, c'est comme ça aussi. Déplacer comme ça. Mais quand même, on me tous sur la question pourquoi elle a choisi ça, pourquoi pas choisi là. Oui, pourquoi tu as choisi ah oui. Ah, mais, un serpent plutôt qu'un perroquet? Voilà. Mais moi, toujours, pourquoi pas. Quelque chose, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison? En fait, quand l'artiste dit il n'y a pas de raison, ça veut dire qu'il y en a énormément, évidemment. Hein. Parce que tu continues ensuite. Ah, moi, ça c'est toi, moi c'est déjà trop parlé. Oui. Est-ce que tu penses que tu construis l'œuvre avec des sens, même si c'est plusieurs sens comme ça que tu as en toi, ou est-ce que tu construis une œuvre ouverte pour que nous construisions, nous, le sens de lecture? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est très sens parce que moi, j'ai toujours dit qu'il faut ouvrir la sens. Hein, ouvrir la sens. Si il a contraire, pour moi, c'est aussi très sens. C'est ça. C'est quoi, Yang-Ping, pardon? S'il est concret, tu dis? Oui, contraire 就是如果是相反的，因为你如果你是这个开放，你开放的话，你就是意味着应该允许对立面。L'œuvre doit rester ouverte et laisser les opinions, les points de vue, les lectures et contraires arriver. Il fait référence aux critiques éventuelles, aux oppositions, c'est ça, non? Pas seulement, je crois qu'il a toujours dit que le contraire de l'interprétation était aussi une interprétation. C'est ça que tu penses, hein, je crois. Mais en même temps, toi-même, lorsque tu écris ce fameux cahier, tu as une interprétation. Récemment, tu viens de publier dans Beaux-Arts Magazine, un supplément de Beaux-Arts Magazine pour cette exposition, un cahier qui a été publié in extenso sur tes considérations sur le sens du serpent. Donc ça veut dire que toi, tu sais exactement ce que tu veux dire. Ou est-ce que tu le sais approximativement? 这个当然是可以。如果有人认为说这个是一个很准确的，或者说是很确定的，那他就确定的。但是可能如果去阅读这些文本的话，可能也会产生疑问。为什么呢？因为它确实没有非常的详细，非常指定性。Bien sûr, si quelqu'un voit ce projet avec une idée bien précise et claire, c'est bien, pourquoi pas. Alors que si on lit mon petit texte sur le serpent, ils vont bien voir qu'il y a aussi des questionnements là-dedans. Kamel, c'est assez fou de faire ce que vous avez fait tous les deux, c'est-à-dire d'aller au bout d'un bâtiment. On est au maximum de sa possibilité. Hein. Je veux dire, le bâtiment est en train de supporter une charge qu'il est capable de supporter, mais on ne pouvait pas aller 1 kilo de plus, 1 mètre de plus, etc. On est exactement là où il faut. Là, tu as supporté une œuvre que n'importe qui peut acheter facilement et installer dans son appartement, il n'y a aucun problème, donc tous les collectionneurs sont là. Pourquoi est-ce qu'une galerie réalise une folie d'artiste? Parce que je dirais, tu es bien au-delà de ton métier quand tu fais ça. Oui, effectivement, tu dis que le bâtiment ne supporterait pas 1 kilo, c'est vrai. Au début, quand Wang Yang-Ping a considéré ce projet, on ne savait pas qu'on aurait été obligé d'étayer les galeries souterraines, de créer des plaques de répartition pour contenir et recevoir les 980 tonnes. Maintenant, pourquoi le galeriste suit l'artiste dans ses... il a parlé d'un sorte de rêve, ou en tout cas de ce croquis qu'il voyait dans cette sublime nef et de pouvoir le transcrire et le donner à voir et l'observer, l'analyser, le critiquer et faire en sorte que... Et modestement, quand on est galeriste, ou en tout cas peut-être avec un peu d'envie, d'ambition, de challenge, se dire que dépasser sa propre galerie et accompagner, c'est un vrai cadeau. Parfois... je l'ai considéré comme empoisonné parce que ça m'a empêché de dormir, mais ça m'a
ça m'a poussé à réfléchir avec un commissaire, avec des architectes, avec des prestataires. Moi, je ne connaissais pas du tout le monde de l'ingénierie, comment en fait recevoir des tonnages aussi importants, des réunions de chantier avec ces gens des containers. C'était une vraie chance de galeriste, même si ça peut paraître inconsidéré, mais j'ai toujours considéré que ce métier, je voulais le faire au maximum des possibilités. Et avoir la chance d'accompagner Wang Yongping, ben, il faut se dépasser et essayer. Je ne dis pas que... on a eu, Jean faisait référence à cette réunion avec ce chef d'entreprise qui est le chef d'une des fonderies qui construit en fait des cuves nucléaires pour Areva et qui me disait « Mais monsieur Menour, vous êtes inconscient, votre artiste, il veut construire un pont, le fameux précédent Bicorne, qui était 5 fois plus grand que celui-ci. » Et là, on s'est rendu à une réalité en se disant que c'était pas concevable. Et là, l'artiste a retravaillé son projet avec l'ingénierie des personnes, cabinet technique et d'ingénierie, pour reconsidérer cette sorte de spatialité dont tu parlais, qui était un peu à califourchon et qui donne ce côté vacillant. Voilà. Alors, je vais te poser une dernière question et après je vais donner la parole à la salle qui a sûrement des questions à poser à Wang Yongping. Avant de poser la dernière question, je vais juste faire une introduction pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. L'ARMN Grand Palais a été incroyablement engagé derrière ce travail. Ça veut dire qu'il y a une trentaine de personnes qui ont travaillé en permanence, architectes, maîtres d'œuvre, ingénieurs, chargés de production, chefs de projet, de façon extraordinaire. Sans parler évidemment de toutes les animations qui vont autour, et vous êtes en train d'assister à l'une d'entre elles. Mais la question que je voudrais te poser, cher Kamel, c'est: tu as fait ça avec une relative inconscience. Je ne crois pas que tu t'imaginais où ça t'entraînerait et que tu as été assez loin. Pas trop loin, mais assez loin. Est-ce que ça veut dire que tu crois que ce modèle des galeries qui est issu du 19e siècle, qui est le modèle d'Ambroise Vollard et d'autres, est en train de basculer et que les galeries du futur sont des producteurs d'œuvres d'art et non plus des vendeurs d'objets? Ben, c'est une vraie bonne question que je me suis posée et j'ai même pas besoin de remonter à Ambroise Vollard au 19e siècle. J'ai démarré en 99 avec une toute petite galerie rue Mazarine qui faisait 30 mètres carrés, on vendait des petites photographies et j'ai basculé en 2003-2004 en accompagnant des jeunes et des moins jeunes artistes qui travaillaient non pas d'une manière domestique dans la galerie, dans le White Cube, mais en investissant l'espace public ou éventuellement des endroits comme ça. Et chemin faisant, soit je restais dans une autre époque en me disant que je considérais mon métier comme une sorte de loueur de Airbnb de murs, de Simèse, pour mettre des tableaux sur mes murs, ou soit j'accompagnais avec une sorte de maîtrise de cette inconscience dont on parlait, mais d'accompagner au maximum et d'associer, de créer une sorte d'interface entre les différents prestataires des domaines et des territoires d'activité que je ne connaissais pas et essayer d'être un liant pour arriver à ce que l'artiste soit satisfait et traduise cette maquette du 100e jusqu'à ce paysage post-industriel. Alors je peux vous dire que c'est probablement un modèle qui va se répandre un petit peu. Vous êtes très très peu, je dirais 2 ou 3 dans le monde à avoir ce travail d'accompagnement auprès des artistes. Chers amis, la parole est à vous désormais. Je suis sûr que vous avez des questions à poser à Wang Yongping. Allez-y. Pas tous ensemble. Madame, je vous passe un micro, voilà. Oui, parce que Jean nous a dit, quand vous n'étiez pas là, que vous avez, quand on vous a proposé ce projet, vous aviez déjà quand même l'idée des conteneurs. Vous aviez déjà pensé, pas pour ici, mais un petit projet de conteneurs. Est-ce que, par exemple, le chapeau de Napoléon, c'est vraiment in situ? Quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes dit, Napoléon, c'est la France. Mais ça, c'est, oui. Mais moi, c'est pas dire ça. Oui, ça, c'est un twist. Toujours, on va dire ça. Peut-être, oui, on va dire ça. Oh, là, c'est très simplement, là, Napoléon. Oui, là, c'est. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas fait ça. Parce que
Bien sûr, moi j'ai choisi un chapeau Napoléon sous le drapeau aussi dans le centre. Sous le drapeau qui flotte au-dessus de la coupole. Oui, sur la coupole, oui. Bien sûr, ça c'est... Mais en France, il a plusieurs choses. C'est pas seulement on dit c'est Napoléon, c'est un peu trop simple. C'est ça, non? Oui. Oui, ça c'est plutôt c'est étranger, ou aussi twist, peut-être il dit. Non. Touriste, hein. Twist, touriste. Twist. Okay. Mais la question c'est aussi le conteneur, c'est ça? Oui, parce que tu as souvent parlé des containers et tu as dit par exemple que le container était familier des artistes parce que vous faites, vous artistes, vos œuvres pour qu'elles tiennent dans des containers et ça fait partie de votre vie, les containers. Voilà, c'est comme ça parce que depuis tout mine, moi c'est souvent en Chine parce que produit l'œuvre en Chine. Parce que la Chine il est déjà développée, Chine comme une usine du monde. C'est toutes les choses on fait là, mais il faut passer à conteneur. Parce que tous les œuvres aussi très grands, il faut démontage là. Moi c'est comme ça, moi il y a l'occasion près de la conteneur parce que moi de regarder comment on a organisé un conteneur pour l'économie, pour la prendre dans l'espace, l'œuvre, c'est ça, non? Compris. Oui, bien sûr. Parce qu'on rentre les œuvres à l'intérieur. Mais le container, bon, c'est tout ce qu'on a dit, le mahjong, ce qui protège la richesse, ce qui protège les infortunés, ce qui, face à toute cette ambivalence, ce qui protège les œuvres d'art. C'est exactement ce feuilleté de signification dont tu parles souvent. Ah oui. Mais il y a... Ok, peut-être de montrer une image. Il va montrer une image. Elle est toute petite, ça va être facile. Non, c'est assez grand. Ah non, c'est assez grand. Assez grand. Alors, ça c'est une image de la mahjong. Hein? Mets-le bien haut, Comme ça, Une image du mahjong. Hein? Oui. Par exemple, on regarde dans la mur, on voit aussi un couleur, aussi un lettre. Comme ça, non? Ça, oui. Oui. Par exemple, il a marqué trois 30 000. Là, il est花en chinois, c'est 发财. La 财, ici, il y a de... Faire la fortune. Fortune, oui. 然后就是说这个集装箱，我们到处可以看到有 CIE。 Par exemple, vous pouvez voir partout l'inscription CAI, donc qui se prononce Trai en chinois, qui a exactement le sens de fortune. En chinois, bien sûr. Ça, c'est mon trait, c'est pas... Non, mais c'est bien parce que tu ne me l'avais pas montré. D'abord, je te le reproche parce que j'aurais pu faire une ligne de plus dans mon texte. Ça aurait été formidable au lieu d'en baver à essayer de le terminer. Oui. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en suis sûr. Mademoiselle. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'utilisation du hasard dans les œuvres. Face à un tel lieu, face à un tel projet, peut-on laisser place au hasard? Parce qu'avant que tu sois là, on a parlé de l'utilisation du hasard. Est-ce que dans un tel lieu, tu as pu utiliser le hasard? hasard, oui, 就是说，我还是用中文说，我们说的偶然呢，就是在你准备的非常充分的时候，经常都还会存在的偶然。还存在。就是存在的偶然，就是当你觉得你所有的东西都已经都是按照你的意思做，其实还是有偶然。Souvent, c'est surtout quand on croit qu'on est en train de maîtriser la situation qui nous arrive un hasard. 我打个比方说，这个当然我是很注意说要，比方说集装箱的安排，我是很希望说这个有一些的那个 mark， 就是说它应该放在一些显著的地方。Par exemple, je fais très attention à la disposition des conteneurs. Certaines marques doivent se trouver à des places précises. 但是呢，我觉得有一个偶然，就是说，这是真的偶然哦，就是说，
这个当我们进去的时候，这个正对的这个下面是一个 capital， 然后上面这个就 C 是吧？就对，这个就特别是第二个的符号，完全是偶然。Bien sûr, on ne peut jamais éviter que le hasard nous arrive. Par exemple, dès que vous entrez dans l'espace, vous voyez le premier mot que vous voyez sur les conteneurs est évidemment le capital, et juste au-dessus vous avez le mot Jésus, comme Jésus. Et c'était du pur hasard. Mais ça tombait bien. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je dirais tout ce hasard, c'est été de. Mais là, la question n'était pas ça. C'était pas est-ce que le hasard t'aide, c'est est-ce que tu utilises le hasard. C'était ça la question, n'est-ce pas? Oui. Ben oui, il faut être sérieux. On n'est pas dans l'à peu près là. Hein. Ouais. Camping, c'est ça. Faut le suivre, hein. C'est pas facile. 我的意思是说，当偶然的时候，但是我也不希望说偶然成为一种完全的一种固定的方式，因为特别是。在我中国早期，我是完全就制造一种工具来限制自己的偶然性。Bien sûr, je n'utilise pas non plus le hasard comme une méthode fixe. Par exemple, au début, quand j'étais encore en Chine, je faisais toute une série de processus pour limiter la possibilité d'arriver du hasard. C'est pas bon. Si, c'est bien. Mais tu peux continue ta phrase. Après, je voudrais que tu racontes pourquoi tu as tiré le Yiking en faisant l'installation, par exemple. Cette installation, n'est-ce pas? Cette installation. C'est une作品，你后来有一次为什么用到易经 C'est en train de sortir. C'est en train de sortir. Oui, c'est en train de sortir. Mais c'est comme ça parce que moi, on entendit bien, c'est parce que moi, c'est pendant à 10 ans, moi, c'est souvent on utilisait Yi Jing pour créer quelque chose, par exemple, pour faire le projet. Mais ce projet, parce que moi, il n'y a pas utilisé ces méthodes. Parce que là, c'est un projet sorti, moi, je dis, ok, c'est ça, pas changer. C'est comme ça, moi, pas de monde de Yi Jing, mais dans le processus du projet. Le processus du projet, dans 2015. Hein, oui, en 2015. 2015, c'est le tour, c'est en mai. Là, le projet devient très difficile. Il y a eu une grande crise en 2015. C'était trop compliqué techniquement, trop cher, trop tout. C'était trop tout. Donc il a fallu prendre des décisions. Oui. Là, moi, c'est demander la Yi Jing. Ça, c'est vrai. C'est devient un signe, moi, de dire, OK, là, c'est foutu. C'est foutu. C'est pas japonais, hein, c'est foutu. C'est foutu. OK. Mais là, c'est parce que Yi Jing, il est écrit, mais là, c'est il faut très précis. Parce qu'on regardait, il y a quelques points, il faut savoir, il y a quelques points très précis. Après, moi, je deviens encore regarder précis. Mais il y a un point, il m'a dit, c'est OK, c'est un malade. Hein, il y a un malade, mais... Donc tu as tiré ça, malade. Oui. C'était le premier que tu as fait? Premier tirage, malade, il y avait marqué? Oui, il est malade, mais pas besoin de médicaments. Mais pas besoin de médicaments. OK. Il m'a dit, s'il n'y a pas utilisé médicaments, après, c'est bien. C'est comme ça, l'idée, c'est il me dit, OK, tu rien fait. Ça va, c'est mal, mais pas besoin de la Quels sont automatiques. Vas-y, Kamel. Donc du coup, Jean et moi, on n'est pas allés à l'hôpital. On est restés tranquilles. C'est pas la mal. C'est pas la maladie, oui. Et tu as pris la décision difficile de ne pas soigner le malade et de ne rien changer une fois de plus. C'est ça. Moi, après, moi, je dis, OK, j'ai compris, c'est difficile, mais rien changer. Mais il va arriver. C'est comme ça, aujourd'hui. Voilà, c'est une réponse à votre question, madame. 黄先生您好，今天很高兴能见到您。然后我的问题就是在您来之前，就是主持人先生他有说到过，有几种不同的对您作品的诠释。然后一种就是可能大家说的比较多是在
讲诠释一种全球化的一个过程，然后还是说就是您的答案是像以前一样，其实没有一个固定的答案，没有一个固定的诠释方式，需要每个人有自己的理解。谢谢。Donc je traduis la question de la belle fille, la belle demoiselle. Je résume. Hein. Donc avant l'arrivée de Yongping, Jean a parlé de différentes interprétations de l'œuvre possible. Par exemple, on peut le voir comme une représentation de la mondialisation. On peut aussi penser aux différents jeux en Occident et en Orient. Sa question était est-ce que Yongping souhaite préfère une interprétation qu'une autre, ou il laisse toujours le champ ouvert? Mais il faut dire, moi, c'est pas bien de louer, hein. C'est comme ça, par exemple, de pas louer à Mahjong, aussi, l'écho, la échec, moi, c'est mal. Mahjong, Go, échec, c'est ça dont il parle. Oui, mais pourquoi on parlait ça? Parce que le tout, c'est pour un projet sorti. Après aussi, moi, de prendre quelque chose. Moi, on train de réfléchir, on trouve d'autres chemins on ne peut pas dire expliquer, mais on repenser ce projet. Ouais. Permets-moi de dire que je trouve que cette réponse est très importante parce que ça explique, ça parle de l'art d'une façon large. C'est-à-dire que quand Wang Yongping dit, je vais vous donner des exemples, je me permets de commenter l'affaire, hein, donc, parce que c'est là ce que dit Wang Yongping, c'est j'ai fait ce travail et après je trouve d'autres significations qui sont comme des vérifications de mon intuition, n'est-ce pas? Et il y a d'autres chemins. Donc il y a deux choses importantes. Premièrement, lorsque l'on fait une œuvre d'art, on apprend quelque chose que l'on ne sait pas. Je crois que c'est la première chose que tu as dit, c'est que l'œuvre que tu fais t'apprend quelque chose que tu ne savais pas. Voilà. Donc, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un artiste complète le sens de son travail en le découvrant et en vivant avec. Je vous donne deux exemples. En 1913, Malevich fait, à l'occasion de la victoire sur le soleil, le carré noir, qui est le personnage du fossoyeur, c'est un décor. Et ce carré noir, en 1915, il va en faire le premier tableau, c'est-à-dire qu'il lui a fallu 2 ans pour en faire un tableau. C'est-à-dire que ce n'est que 2 ans après qu'il va pouvoir dire « le carré noir, majestueux et solennel, prend toute sa puissance ». C'est à peu près les mots qu'il dit à ce moment-là. Et c'est très intéressant. Quand, en 1942, je crois, je me trompe peut-être d'un an, Barnett Newman fait le Void, c'est le premier zip en fait qu'il a fait, il met 1 an avant de faire le second. Et là, il se rend compte que, et il dit « j'ai trouvé une piste nouvelle et incroyablement féconde ». Et donc, c'est intéressant. Quand Picasso va faire en 1907 les Demoiselles d'Avignon, il va les exposer en 1919. Il lui faut 12 ans pour en tirer les conséquences et les montrer publiquement. Il l'a montré à deux reins, à quelques amis. Mais vous vous rendez compte, donc c'est très intéressant. Le temps de la maturation de l'œuvre fait partie de son apparition, d'une certaine façon. Oui, c'est comme ça. On le dit souvent, c'est l'œuvre ici, c'est installé, fini, mais l'œuvre, il n'est pas encore fini. C'est comme ça. L'œuvre n'est pas encore finie. L'œuvre est installée, mais elle continue d'avoir son énergie, voilà, en fait. C'est ça, oui, oui, tout ça. Je trouve ça formidable. Merci de cette question, mademoiselle. Une autre? D'accord. Mon nom est Anna Maria, je viens de Colombie et j'ai 2 questions, un pour l'artiste et un pour vous. Et la question pour vous, c'est est-ce que cette migration qui nous enveloppe, ça a quelque rapport à l'écologie et à l'importance de migrer de modèles économiques pour intégrer une vision plus holistique qui nous rapproche plus de la nature? Et ça, c'est une question pour vous. Et pour vous, je voudrais comprendre quel est le rôle de commissaire. Mais de tout, il y a beaucoup de questions. On dit toujours pourquoi c'est la squelette. C'est ça, hein, squelette. Là, c'est très, très présent. Pourquoi? Mais moi, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs réponses. Mais moi, je pense peut-être, 就是说，骨头是蛇的基础主义。
Le squelette est la forme minimale du serpent. Mais ça veut dire quoi？什么地的光是，就是说，这个字是说明什么东西？就我是说，其实呢，就是说，我就是想要寻找一些最基本的东西。在基本上，但最基本的东西是跟这个是不是跟这个生态有关系？因为其实我们谈的生态都是主要是也是谈基本的东西。Par là, je veux dire, à travers cette forme de serpent, j'essaie de trouver quelque chose d'essentiel, de basique. Est-ce qu'il y a de l'écologie dans... est-ce que l'écologie aussi est quelque chose d'essentiel et basique? J'ajouterais une chose, c'est quand même que tu as dit à de nombreuses reprises que cette affaire du squelette était une sorte d'admiration à l'égard de la nature. Quand tu vas au Muséum d'histoire naturelle voir la galerie de l'évolution, tu es très impressionné par la puissance inventive des squelettes que tu y découvres et que pour toi ça n'a rien de morbide, c'est lié à la puissance de la vie et à la force qu'a la nature de reprendre le pas à chaque fois sur l'organisation des hommes. Oui, tout c'est comme ça, oui. Tu dis ça? Oui, bien sûr. Oui, ça comme ça. Aussi, on retourne la nature. Par exemple, le tour sont dans ces pièces. Il a squelette de serpent, il te rappelle, il y a un gothique. Qu'est-ce que c'est gothique? Nature, c'est gothique. Aussi, 就是说我们说到生态，其实生态里面也有混沌的成分。On parle de l'écologie. Dans l'écologie, il y a bien sûr une dimension chaotique. Alors, je vous laisse sur cette ligne. Je vais répondre à votre deuxième question. Qu'est-ce que c'est le boulot d'un commissaire dans ce genre de chaos? Eh bien, c'est très différent à chaque fois. Ça m'intéresse de comparer avec l'autre Monumenta dont j'avais été commissaire, qui était Anish Kapoor. Anish Kapoor avait fait plusieurs projets dont on avait discuté préalablement et on s'était décidé plutôt pour celui-ci parce qu'on pensait que ça engageait le corps du visiteur de telle et telle façon, que ça répondait à l'exposition précédente de Richard Serra, qui était le seul qu'il considérait digne de lui à ce moment-là, donc de telle et telle façon. Et donc on a fait un travail. L'artiste a fait son travail d'invention et moi j'ai fait mon travail de conviction, de le pousser plutôt dans telle direction, telle autre. C'était pas du tout comme ça avec Wan Yongping. Wan Yongping savait exactement ce qu'il voulait faire avant même que nous nous rencontrions en pensant à ce projet. On se connaissait depuis très longtemps, hein. Mais voilà. Donc je n'étais a priori qu'un accompagnateur, quelque chose qui justifie. J'aime bien raconter l'histoire de la carte de visite que m'avait fait le Centre Pompidou quand j'étais conservateur au Centre Pompidou. Je venais d'arriver, j'étais jeune conservateur, et ils se sont trompés, ils ont fait conversateur au lieu de conservateur sur la carte de visite. Et ben, ce qui s'est passé avec Wan Yongping, c'était plutôt ça. J'étais le conversateur. Je pense que je l'ai aidé à faire ce travail invisible qui n'a pas de conséquences dans le visible, mais qui permet de garder l'œuvre en vie au-delà de son installation, c'est-à-dire de l'aider à la ruminer, à vérifier par toutes les hypothèses que son œuvre est juste et qu'elle peut encore évoluer et produire des œuvres suivantes qui vont avoir des conséquences dans sa vie. Je crois que c'était ça mon travail. Ça, c'est merci beaucoup à Jean, hein, c'est parce que pendant 12 ans, la zone, il travaille beaucoup, mais c'est pourquoi pas travailler beaucoup. Mais c'est plusieurs fois, rentre dans mon atelier, on parlait parce que mon français c'est problème, c'est tout souvent. Mais on parle la même langue tous les trois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. J'ai beaucoup aimé me promener entre les conteneurs. Je sens qu'il y a de l'espace, c'est léger. Et donc je voulais vous poser la question, quand on s'approche des conteneurs, c'est dur. Ça, si on tape sur la tôle, c'est dur. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans les conteneurs? Ils sont fermés. Il y a de la légèreté dans certaines parties, il y a de la dureté dans les conteneurs. Le fait que ce soit fermé, il y a une sorte de violence. Oui, parce que le tout, le conteneur, c'est normalement, hein, il n'a pas le droit pour le rentrer. Hein? Parce que nous, c'est pas travailler dans la port aussi, hein? C'est parce que souvent, il est pour la sécurité. Pour la sécurité, il y a就是它有一个专门的东西，它有编号。
就是特别在码头是非常非常严格的要求，就是说这个进出都很严格，而且呢，这个门当你装完以后，它有一个专门的锁、专门的蜡，就是打印的。所以我觉得这个集装箱的这个它表面上的这种冷跟这个，我觉得这个是跟它的这个硬桌有关系。因为我们不知道里面将装什么东西，我们可以说里面曾经是装这个衣服，有可能里面曾经也装过这个非法移民，或者是说军火，或者是说甚至是一些非法东西。Bien sûr, en général, le contrôle dans les ports est très très strict. On n'a pas tous accès facilement. Et en plus, vous pouvez encore voir sur certains conteneurs, ça s'appelle un plomb. Scellé, oui. Oui, qui sert à donc bien fermer et vérifier que le conteneur est fermé, donc pas du tout ouvert. Mais c'était plutôt poétique. C'était plutôt poétique la question, je crois. Justement, Yongping dit que l'aspect froid, métallique des conteneurs est cohérent par rapport à son fonctionnement. On peut imaginer que, évidemment, bien sûr, ces conteneurs ont transporté des marchandises et peut-être ils ont transporté des migrants clandestins aussi, des œuvres d'art. On peut partir dans toutes les imaginations possibles. Je pense que il est fermé, il est bien. Comme ça, il y a de l'imagination. Comme ça, oui. Je ne sais pas, c'est le vendeur. Alors, je vais demander à quelqu'un, je tente ma chance, hein, je vais demander à quelqu'un de poser une question. Il se trouve qu'il y a dans cette salle une très grande artiste qui a accompagné Wan Yongping pendant toute la durée de ce projet. C'est Shen Wan qui est ici. Hello Shen Wan, grande artiste. Shen Wan, est-ce que tu as... D'abord, bravo. Shen Wan, je voudrais que tu poses une question à ton mari. C'est impossible. Shen Wan, qu'est-ce que c'est d'accompagner, quand on est artiste, un autre artiste dans une œuvre aussi ambitieuse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie, toi qui es artiste, d'avoir accompagné un autre artiste dans une œuvre aussi ambitieuse? Facile. Non, c'est pas facile. Je pense que cette œuvre, c'est déjà passé toutes les limites. Non, n'est-ce pas? Techniquement, tout. Kamel, il a beaucoup de soutien, et financement, limite, tout, non? Et amour. Et amour. Merci Shen Wan, merci à tous. Bonne soirée.